Carte sur table. Carte sur table, prenez le rendez-vous sur Aussi FM tous les dimanches à partir de 9h. Dimanche 22 mars de l'année 2015, mesdames et messieurs, bonjour, où que vous soyez, bienvenue donc vous tous sur les antennes de Aussi FM, la radio des défis. C'est l'heure de votre émission préférée, Carte sur table. Le Bénin se prépare activement pour les élections législatives. C'est la dernière ligne droite pour les différents candidats engagés dans cette course qui doit justement les amener donc au palais des gouverneurs à Porte-Nouveau. Et pour mieux coller à l'actualité, Carte sur table reçoit ce matin M. Dambaba Achap. Monsieur Achap, bonjour. Bonjour. Monsieur Achap Dambaba, vous êtes candidat tête de liste de l'Alliance Soleil dans la 15e circonscription électorale, mais avant d'être candidat, vous êtes opérateur économique, secrétaire général du groupement des importateurs de véhicules GIV. Avec vous, nous allons parler du chômage, de la jeunesse, de l'emploi des jeunes, des élections, de votre Alliance Soleil, des faits qui ont marqué l'actualité ces 7 derniers jours, si vous le voulez bien. Alors, pour m'accompagner dans cette émission, j'ai à mes côtés mon excellent ami et confrère, Serge Novillon. Serge, bonjour. Bonjour, Hospice René de Dravo, auditeur, bonjour. Je rappelle que tout à l'heure, vous aurez à intervenir à partir de 10h au 65 00 24 24, 65 00 27 27, 65 00 28 28 ou envoyez vos messages par WhatsApp au 65 00 24 24 et le 65 00 28 28. Monsieur le chef, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, comment allez-vous? Très bien. Comment se porte le bien? Ben, ça va. Tout à fait. Alors, maintenant, vous êtes dans ce studio. Nous allons commencer par parler de la jeunesse, puisque vous êtes jeune, monsieur Achap. Vous êtes tellement préoccupé par le sort des jeunes, par la jeunesse, par l'emploi des jeunes. Alors, pourquoi vous êtes si tant préoccupé par cet emploi de la jeunesse, des jeunes surtout? Vous me permettez, avant de répondre à votre question, de passer un bonjour à nos différents auditeurs. Et ceci dit, pour revenir à votre question, je crois que aujourd'hui le chômage est comme une espèce de bombe à retardement qu'il faut désamorcer, en ce sens que, quand je regarde un peu, depuis 1987, l'État n'a pas pu recaser tous les diplômés qui sont sortis. Et donc, il y en a qui se sont débrouillés pour aller s'insérer, soit parce qu'ils ont peut-être eu la chance de côtoyer certaines entreprises, soit pour d'autres parce qu'ils ont eu des parents dans l'administration. Et malheureusement, le gros contingent reste sur le carreau. Voilà pourquoi je suis préoccupé. Il faut trouver une solution, parce que ce qu'il faut bien retenir et comprendre de la problématique posée par le chômage des jeunes, c'est qu'il faut avant tout inventorier. Pour voir ce qui existe en termes d'emploi dans le secteur privé et dans l'administration, y compris dans les entreprises publiques. Ensuite, répondre aux interrogations liées aux gros problèmes posés par l'informel au Bénin, où évolue la grande majorité de la population. Il faut par ailleurs aussi faire un diagnostic secteur privé, secteur d'activité par secteur d'activité, avant d'asseoir une politique d'emploi plus volontariste. Parce que quand vous regardez, pour la plupart, tous les gouvernements n'ont pu que prendre des mesurettes et qui sont pour moi sans impact réel sur la croissance. Donc il faut aller prendre des mesures vraiment audacieuses pour essayer de caser ces jeunes qui parfois sont presque au bout du gouffre. Je ne dirais pas que la politique du gouvernement a du plomb dans l'œil. Pour autant, je dois préciser son manque de volontarisme. Je rappelle à l'occasion qu'il y a quelques années, j'avais livré dans un journal une réflexion où je demandais à l'État d'essayer de voir la possibilité de mettre les services publics décentralisés pour l'emploi dans les différents arrondissements, ce qui faciliterait la tâche aux étudiants quand ils finissent pour pouvoir aller s'inscrire. Mais malheureusement, je crois qu'une autre formule a été trouvée et puis cette formule pour moi a été contre-productive. Mais est-ce que, justement, par rapport à cette jeunesse, vous avez fait des propositions concrètes au gouvernement, au ministre en charge de la jeunesse, et même, pourquoi pas, même au recteur de l'université, tout ce beau monde qui s'occupe de la jeunesse pour pouvoir quand même trouver une solution? Parce que c'est bon, tout ce que vous avez développé tout à l'heure, mais est-ce qu'il ne fallait pas quand même rencontrer ces gens-là pour leur dire, maintenant ça suffit, voilà mon proposition, essayez de voir ce qu'on peut faire ensemble?
Ce qui est sûr, c'est qu'il faut un arsenal juridique pour faire tout ça. Mais pour autant, pour résoudre le problème du chômage, le gouvernement doit élaborer une stratégie plus à même de promouvoir l'emploi des jeunes. Et pour cette stratégie, je crois qu'il y a des trucs qu'il faut faire auparavant, c'est-à-dire cerner les besoins spécifiques de nos petites et moyennes entreprises et donner une formation de qualité adaptée aux besoins de ces entreprises. Il y a une espèce de transition entre le moment où les enfants ont quitté l'école et puis le moment où ils accèdent à l'emploi. Il faut revoir cette transition parce que parfois elle est très longue et quand elle est longue, vous comprendrez qu'au bout du rouleau, les jeunes parfois, ils perdent la piste. Il faut aussi éliminer les barrières, c'est-à-dire qu'il y a les barrières qui existent pour l'embauche des jeunes et il faut trouver une solution pour mettre ces barrières à plat parce que, entre autres barrières, je trouve que l'âge de la retraite aujourd'hui au Bénin est de 60 ans et je crois qu'il ne faut pas copier pour copier parce que les Occidentaux, quand ils mettent 60 ou 65 ans, c'est parce que la durée de vie là-bas, elle est plus élevée que chez nous. Les gens, ils ont des conditions de vie plus faciles. Et ils ont des cadres de travail plus dignes du nom. Et puis bon, je vois qu'ici, malheureusement, on veut copier pour copier, alors que normalement, si on arrivait à diminuer l'âge de la retraite à 55 ans, je crois que les seniors vont un peu libérer des postes pour que ces jeunes-là qui sortent des écoles puissent s'insérer facilement dans l'administration. Mais tout à l'heure, vous avez parlé de bombard de tardement, parlant de chômage. C'est-à-dire que pour vous, le gouvernement actuel n'a pu rien faire ou parce que tout le temps, on nous a présenté quand même des chiffres que ça va. Mais écoutez, il n'y a même pas de statistiques fiables. Je viens de vous dire que depuis 1987, qu'on a arrêté d'insérer systématiquement les jeunes dans la vie active. Et bien, si des gens avaient des statistiques fiables, ce qui est sûr, chaque année, on saura qu'est-ce qu'on a embauché, qu'est-ce qu'on n'a pas embauché, quels sont ceux qui sont restés sur le carreau. Malheureusement, je ne sais pas, même l'INSA est incapable aujourd'hui de vous sortir le nombre de chômeurs. Parce qu'il faut faire un distinguo entre chômeurs demandeurs d'emploi et chômeurs non demandeurs d'emploi. Tous ces paramètres sont à prendre en compte. Mais malheureusement, au jour d'aujourd'hui, la politique du gouvernement, certainement, n'est pas conséquente. Alors, justement, quels sont les freins aujourd'hui? C'est vrai, vous avez évoqué tout à l'heure un certain nombre de choses, mais on a tendance à croire aujourd'hui que ce sont les jeunes même qui constituent les problèmes parce que, vous voyez, à partir même de 6e, de 5e, les gens rentrent dans la politique, commencent par parler de la politique, on pense que c'est avec la politique qu'on va manger pendant 30 ans, pendant 50 ans, alors que la politique c'est juste pour un temps. Il faut étudier, il faut aller jusqu'au bout pour pouvoir quand même trouver quelque chose. Ce qui est sûr, c'est que malheureusement, j'ai regardé un peu à gauche, à droite, tout ce qui se passe en termes de création d'emplois des jeunes, c'est comme si le gouvernement restait dans le bureau et qu'il prenne des décisions parfois contre la volonté de ces jeunes-là. Il faut les associer, il faut poser la question aux jeunes, demander qu'est-ce qu'ils veulent faire, comment ils pourront sortir de l'ornière, ils vous le diront, et c'est sur la base de ce partenariat-là entre les jeunes et l'administration que peut-être on pourra trouver des solutions. Mais il ne sert à rien de prendre des mesurettes, et qui pour moi, pour la plupart, ont été des mesurettes contre-productives. C'est ça la réalité. Mais est-ce que vous organisez de temps en temps des séminaires avec ces jeunes-là pour leur parler, pour leur dire ce qu'il faut faire? Parce que c'est vrai, on n'a pas toujours l'impression que le gouvernement, veut faire quelque chose par rapport à la jeune parce qu'il y a très peu de place au niveau dans des administrations. Mais est-ce que vous, en tant qu'opérateur économique, c'est qu'aujourd'hui c'est le secteur privé qui emploie suffisamment de jeunes dans leur société et autres, est-ce que vous organisez ces genres de séminaires pour expliquer à ces jeunes-là ce qu'il faut rien en faire? Il n'appartient pas au secteur privé d'indiquer comment on va régler le problème du chômage des jeunes. Il appartient à l'État, au gouvernement. Ce qui est sûr, c'est que je viens de dire qu'il faut écouter les jeunes, trouver des solutions pour ces jeunes-là par rapport à leur volonté. Il est clair que lorsque vous avez un jeune qui a fini l'université avec un bac plus 4 ou plus 5 et qu'il attend qu'une place se libère, que le gouvernement ne fait rien pour libérer la place, il y a un problème. Il y a un problème, il n'appartient pas au secteur privé. Nous, on a fait des états généraux. On a fait des états généraux du secteur privé, mais ce qui est sûr, c'est qu'après les recommandations de ces états généraux, on ne sait pas qu'est-ce que les gens en font. Ça, c'est sûr et certain. J'ai dû comprendre que pour vous, il ne faut pas attendre à finir les études avant de s'insérer, avant de trouver un emploi. Écoutez, il y en a par contrainte qui décrochent. C'est contre leur gré qu'ils abandonnent les écoles. Il y en a qui vont jusqu'au bout et qui ont un diplôme qui n'arrive pas à travailler. Comment voulez-vous
que les enfants qui ont vu leur aîné finir bac plus 5, plus de 20 et quelques années d'études, qui n'ont pas pu trouver un emploi, vous croyez que ça va donner du courage à ceux qui sont derrière? Je ne pense pas. L'enseignement qu'on donne aujourd'hui n'est pas en adéquation avec ce que l'on a sur le terrain. Je pense qu'il y a ça qui est dedans, parce qu'il faut poser la question aux jeunes. Je viens de dire qu'il faut trouver aussi des solutions par rapport à des formations adaptées à nos réalités. Ça, je l'ai dit tout à l'heure. Mais non, ça le seul, ça ne suffit pas. Il faut avoir une politique d'emploi audacieuse. Il faut avoir une politique d'emploi audacieuse. Et qu'est-ce que vous pensez de cette institution comment on appelle, de politique d'emploi que le gouvernement Yaïbouni a installé? Bon, moi, je ne sais pas, j'ai regardé... La NPE, l'Agence nationale pour l'emploi... Mais elle existe partout, la NPE. C'est ce qu'elle fait qui est important. C'est pas son nom. La NPE, même en France, elle existe. Oui. Mais c'est ce qu'elle fait qui est important. Le problème, c'est quoi? Il faut avoir une bonne économie pour créer de l'emploi. Et lorsque l'économie ne suit pas, eh bien, vous allez avoir des problèmes pour créer des emplois. Ça, c'est sûr et certain. Il est clair que quand vous n'avez pas une bonne croissance, quand elle est molle, ça ne peut pas enclencher la dynamique de création d'emplois. Et donc, voilà, il faut d'abord régler un problème économique, ensuite regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour insérer les jeunes dans la vie active. Et puis voilà, si on ne fait pas ça, je crois qu'on a un problème à régler. D'accord. Et on va tout droit, hein. Vous êtes importateur de véhicules, forcément. Vous avez aussi, vous êtes jeune et vous employez certainement des jeunes de ce côté-là. Et comment ça se passe? Est-ce qu'il y a assez de place pour la jeunesse du côté de votre secteur? Et il est clair que même s'il n'y a pas trop de jeunes dedans, c'est sûr que cette filière quand même nourrit environ 3 millions et quelques de Béninois. Oui. Et pour vous donner un ordre d'idée de chiffres, oui. Notre filière rapporte au bas mois à l'État, toute régie confondue, perception des impôts, perception des douanes, 8 milliards. 8 milliards le mois. Chaque mois. Chaque mois, c'est ça que ça la filière rapporte. Maintenant, quand on va rentrer dans les petits détails, création d'emplois, il y a les mécaniciens qui trouvent leur compte, il y a les peintres, y compris la vendeuse de pierre à taille trouve son compte dans notre filière. Et donc, c'est une filière qu'il faut essayer de réorganiser. Mais j'ai cru comprendre que parfois le gouvernement ne taille pas importance à cette filière-là. Je ne sais pas. Et pourquoi? On préfère éloigner le coton où on engloutit des dizaines de milliards avec au résultat des courses, des contre-performances. Je crois qu'il faut regarder la filière des véhicules d'occasion où l'État ne met pas un iota et il tire 8 milliards par mois. Mais le gouvernement a quand même mené des actions à l'endroit du port de Cotonou. Forcément, ça a eu des retombées sur votre filière. Oui, évidemment, les réformes au port ont donné des fruits, ça c'est sûr, il ne faut pas le contester. Les réformes au port ont poussé à la célérité des opérations d'enlèvement, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez sortir un véhicule le même jour quand il est en transit. Et puis, le gouvernement a essayé aussi, par rapport à ces réformes, un peu de contenir toutes les fraudes. C'est vrai qu'avant, sans les réformes, il y avait beaucoup de fraudes. Mais aujourd'hui, le gouvernement a su un peu recadrer les choses. Ça, il faut peut-être mettre ça à l'actif du gouvernement. Qu'est-ce qui ne va pas au niveau de l'importation de véhicules au port? Bon. Les différents problèmes que vous rencontrez actuellement. Il y a une commission de suivi de la filière des véhicules d'occasion qui est censée être le creuset pour connaître des problèmes de cette filière et puis d'essayer de faire des propositions. Mais malheureusement, cette commission mixte de suivi est inopérante depuis des années. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je ne sais pas. Vous savez, entre le désir des hommes et la variété des choses, il y a quelque chose évidemment. Est-ce que vous, opérateurs économiques, importateurs de véhicules, est-ce que vous êtes rapprochés de ce comité pour savoir ce qui ne va pas, le gouvernement? Est-ce que vous avez interpellé le gouvernement pour voir un peu ce qui bloque le fonctionnement de... Bon, je crois qu'avec l'avènement de ce jeune ministre, puisqu'il est parti du secteur privé, eh bien, lui, il a pu nous faire un clin d'œil. Parce que quand vous avez fait le secteur privé, c'est sûr que vous avez dû trimer pour gagner votre sou. Maintenant, il est arrivé, et puis les choses ont commencé à bouger positivement. Ça, il faut mettre ça à son actif. Vous parlez du ministre Komé-Kouté? Non, le ministre des économies maritimes. Maritimes, d'accord. Voilà. Et donc, quand il est arrivé, il a fait bouger les choses. Il nous a peut-être réunis au moins 3 fois déjà pour nous écouter. Et il a commencé un peu à baliser le terrain. Je crois que, si je ne me trompe pas, d'ici là, la commission mise de suivi
qui a arrêté de fonctionner depuis environ 2 ans et demi. Je crois que ce serait peut-être chose faite dans quelques semaines. Mais qu'est-ce qui se passe? Parlons de votre cadre de travail. Lorsqu'on arrive au port, en saison de pluie, c'est pas souvent facile, alors que le gouvernement, normalement, devrait quand même apporter sa touche au nettoyage des lieux, ou c'est pas. Qu'est-ce qui se passe? Ou c'est vous qui ne voulez pas que le cadre soit assaini? Écoutez, normalement, vous avez vu les intempéries ont commencé. Ce qui est sûr, c'est que normalement, sur le barème tarifaire, il y a un montant qui est alloué pour tout ce qui est réfection des artères et puis réparation des parcs. Mais malheureusement, à ce jour, moi, je n'ai vu rien venir. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Si vous allez faire un tour d'ici peut-être demain lundi, vous verrez avec les pluies qu'il y a eu hier, vous verrez que notre cadre de vie est malsain et qu'il n'est pas praticable. Est-ce que vous payez ce qu'il faut? Mais les gens prélèvent sur le barème, c'est 1500. Par véhicule? Par véhicule d'occasion. Oui, monsieur Chap Dambaba, il n'y a pas assez de transparence dans la filière des véhicules d'occasion. Est-ce que c'est parce que chacun y trouve son compte, et le gouvernement et les acteurs de la filière des véhicules d'occasion, même ce que vous avez dit tout à l'heure, même la vendeuse des biwater? Non, je vais vous dire, c'est un gouvernement parfois qui manque d'orientation. Normalement, ce barème est censé être revu. On devait revoir le barème tarifaire. À la baisse? Pas à la baisse, il y a de petites rubriques qu'il faut complètement enlever. Par exemple, la compte forfaitaire. La compte forfaitaire, c'est un impôt que nous payons par anticipation. Il est clair, après, il est déconsigné. Mais pourquoi ne pas complètement supprimer la compte forfaitaire pour rendre notre port plus compétitif? Parce que ça fait 50 000 francs en moins. Lorsqu'on supprime la compte forfaitaire, tout de suite, notre port devient plus compétitif que le port du Togo et le port de Lagos. Le port de Lomé et le port de Lagos. Donc il est clair qu'il faut forcément revoir ce barème. Mais malheureusement, ça traîne, on ne sait pas pourquoi. Il y a beaucoup de faux frais. Les faux frais, il n'y en a plus depuis les réformes portuaires. C'est vrai qu'il y en a un peu, mais sincèrement, ça a diminué drastiquement. Mais à quoi je vois, on continue. Comment? On continue à quel jour? Non. Je vous dis, les faux frais, sincèrement, avec les réformes, ça a sérieusement diminué. Ça, il faut. Et pourquoi beaucoup de gens quittent le port de Cotonou pour le port de Lomé? On a tendance. Le port de Lomé aujourd'hui, c'est très compétitif. Qu'est-ce qui se passe? Oui, mais bon, écoutez, il y a toujours la compétitivité qui joue. Hein. Le port de Lomé, le transit, il n'est pas au même coût que celui du port de Cotonou. Donc les gens ils vont toujours chercher à surfer sur les montants et puis voilà. C'est un macagri pour l'État, bien? Non, je ne crois pas. Hein, parce qu'au Togo, ils sont à 60 000 véhicules là. Nous, on est à 330 000. Donc il n'y a même pas photo là. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut encore aller plus de l'avant. Il faut créer les conditions pour aller peut-être d'ici de 3 ans à 500 000 véhicules. On a les moyens, on a les possibilités. Mais malheureusement, l'accompagnement parfois de l'État fait qu'on les rate. Mais qu'est-ce que l'État devrait faire que nous allions à 60 000 véhicules par jour comme vous? Non, pas 60 000 véhicules par jour. Oui. J'ai dit 500 000 véhicules là. On est à 300 000 maintenant. Vous êtes à 300 000 J'ai dit qu'il faut revoir le barème tarifaire pour rendre notre prix plus compétitif. Oui. Il faut assainir notre carte de travail. Oui. Il faut essayer de voir les derniers faux frais qui existent à gauche et à droite, les supprimer. Il faut supprimer la compte forfaitaire pour rendre, je répète encore, le barème plus compétitif. Et puis voilà, grosso modo, ce qu'il faut faire. Mais en même temps, il y a des petits problèmes pour accéder aussi au port par rapport au transfert lorsqu'on a des marchandises qui arrivent. Donc, aujourd'hui, est-ce que l'enlèvement des véhicules se passe plus rapidement qu'avant? Ouais, ça c'est sûr, vous pouvez enlever un véhicule quand il est en transit le même jour. Maintenant, pour ce qui est de la mise en consommation, à cause du problème de plaques, il faut attendre 3-4 jours. Mais bon, c'est vrai que là, le gouvernement a fait fort. Est-ce que le gouvernement ne pourrait pas, dans de la floraison des associations des véhicules d'occasion, il y a tellement d'associations pour gagner un peu le pignon, parce qu'il y en a tellement aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a les vraies associations qui défendent réellement les intérêts des importateurs. Il y en a d'autres qui ont été taillées sur mesure, juste pour aller un peu raqueter à gauche et à droite les gens, qui créent parfois des faux frais. Ah ouais, ça, il faut que le gouvernement aille chercher à comprendre qui est vraie association et qui ne l'est pas. Ça, c'est sûr et certain. Il y a des numéros d'enregistrement au niveau de la préfecture et puis de
du ministère de l'Intérieur, il faut que l'État aille chercher les archives pour voir quelle est l'association fertière dans la filière. Depuis quand? Depuis 1996. Vous pensez que vous êtes les doyens? Bah, ça c'est sur la base des années, on est effectivement les doyens. Monsieur Chef, nous allons peut-être revenir sur ce volet dans quelques instants, parler un peu des élections, puisque vous êtes candidat, tête de liste dans la 15e circonscription électorale. Donc, vous aurez en face de vous un certain nombre de candidats. Comment vous vous préparez? Écoutez, en politique, il ne faut pas improviser. De toute façon, c'est une lutte de longue haleine. Et moi, j'ai déjà au dos au moins 4 candidatures. Je me suis présenté déjà 3 fois pour les législatives, une fois pour les municipales. Donc c'est ma 5e fois que je vais aux élections. Donc quelque part, j'ai une petite avance sur les nouveaux venus. Une petite avance? Ouais, sur les nouveaux venus. Donc vous êtes sûr? Ben, je dis que j'ai une avance sur les nouveaux venus qui vont peut-être attendre l'ouverture officielle des campagnes pour commencer à courir, pendant que moi déjà, j'ai mes cellules dormantes, où j'ai des petits comités par quartier que j'ai créés depuis des lustres que j'ai réveillés. Et donc, c'est le support pour aller aux élections. Mais qu'est-ce que vous proposez concrètement aux électeurs? Parce qu'il faut quand même... Tout est clair, ça fait 25 ans que notre démocratie existe. Voilà, ça fait 25 ans que certains partis classiques sont là. Mais jusqu'à aujourd'hui, le quotidien des Béninois n'a pas changé. Il faut voter pour ceux qui vont aller au Parlement, défendre les intérêts de la population, essayer de pouvoir être en symbiose avec le gouvernement dans le cadre d'un parlementarisme rationné, c'est-à-dire il ne faut pas bloquer l'exécutif, il faut accompagner l'exécutif, il faut discuter pour que aussi l'exécutif ne cherche pas à passer en force. Voilà ce qu'il faut faire quand on va au Parlement. Il ne sert à rien d'aller prendre des 4x4, aller se balader sans chercher à écouter la population pour savoir quelles sont les questions qui les intéressent. C'est ça être député. Moi, je ne serais pas un député de 4x4, je serais un député homme de terrain. Voilà. Ça dit que tous ceux-là qui sont à l'Assemblée aujourd'hui ne descendent pas sur le terrain pour prendre la préoccupation des populations à bras le corps. Je ne dirais pas tout cela. Mais je dirais quand même qu'il y en a qui attendent surtout les dernières minutes quand il s'agit des élections pour aller au chevet des populations. Et ça, c'est pas normal. Moi, dans ma 15e circonscription, je crois qu'il y a 6 arrondissements. J'ai pris l'engagement, si j'étais élu, que toutes les 2 semaines, je passerai dans un des arrondissements. Donc, j'ai 90 jours pour parcourir tous les 6 arrondissements et je vais répéter jusqu'à la fin de la mandature. Voilà le député homme de terrain que je vais incarner. Donc, vous ne partagez pas les sacs de riz comme d'aucuns le font déjà? Écoutez, si les gens ont l'habitude de faire ça, moi je ne le ferai pas parce que pour faire de la politique, il faut déjà avoir une conviction. Et la politique a une dose de morale et d'éthique qu'il faut respecter. Monsieur Dambaba, vous savez qu'on ne peut pas parler de l'Alliance Soleil sans évoquer le candidat Robert Guillon, le général Robert Guillon. Beaucoup l'attendaient à le voir positionné donc, pour les présidentielles. Il est candidat pour les législatives. C'est une sorte de mise en condition pour lui avant les présidentielles. Écoutez, je ne voudrais pas me prononcer sur cette question, mais puisque vous me posez la question, je vous dirais d'attendre que ça soit Guillon même, puisque c'est lui l'indiqué pour vous répondre, et que moi je pourrais simplement vous dire qu'il y a certainement une dynamique autour de sa candidature. Les gens sont en train de courir, mettre les états-majors en place, et puis le moment venu, il vous dira s'il est candidat ou pas. Il est bien parti dans le Nord, selon vous? Ben, je sais pas, j'ai quelques échos retours. Je pense qu'il est en train de faire ce qu'il faut faire pour que le moment venu, il soit un bon candidat. Il sera peut-être le candidat de l'Alliance Soleil pour la présidentielle? Ça, j'en sais rien, mais de toute façon, les gens vont essayer de voir. C'est une alliance, et il appartient à l'alliance. Moi, je ne fais pas partie de la commission des présidents. Les présidents vont se réunir en son temps et vont choisir le plus indiqué. Mon souhait ben, mon souhait, c'est que ça soit le meilleur, qui a quand même déjà une avance sur les 12 campagnes. Il est sur le terrain depuis 2 ans, quand même. Mais ça, j'en sais rien, vous pouvez peut-être lui demander, mais je sais qu'il est quand même actif. Comme un bon militaire? Bah ouais, un bon militaire, il est actif. D'accord. Vous serez aussi bien candidat à Cotonou qu'avec d'autres alliances. Nous avons l'FCBE, l'Union fait la Nation, le PRD. Est-ce que vous n'avez pas peur de ces dinosaures-là, la FCBE par exemple? Et je pourrais simplement vous dire ceci. Oui. Au soir du 26 avril, il est clair qu'il y aura une bérésina électorale. Dans les grands partis politiques, il y en a un qui va prendre une grosse raclée. Et c'est pour ça que j'ai parlé de bérésina électorale.
c'est ni plus ni moins une déroute. Vous ne voulez pas de quelle formation politique? J'en sais rien. Vous allez constater avec moi qu'au soir du 26 avril, Oui. il y aura une formation politique qui va peut-être, au vu de ce qu'elle a dit, elle va s'en rendre compte que c'est la déroute ou la débâcle. Mais que pensez-vous, par exemple, du positionnement d'un des fils du chef de l'État à Cotonou en tant que candidat deuxième titulaire? Écoutez, il est citoyen béninois, il a le droit d'être candidat. Moi, je n'aime pas trop entrer dans ces genres de mots, de considérations, parce que parfois, entre la politique et la politicien, il faut faire un distinguo. Il a le droit, il est béninois. Notre constitution est claire. Quand vous avez 25 ans, vous pouvez être candidat, il a les 25 ans révolus. Et je ne vois pas pourquoi ça va susciter des débats à gauche à droite. Maintenant, le reste, c'est à temps de voir s'il va être élu ou pas. C'est sur le terrain? Mais c'est sur le terrain. S'il a la popularité, il va être certainement élu. Mais s'il n'en a pas, je crois que peut-être qu'il va faire les frais. Mais quand on jette un regard sur la liste des candidats, M. Dembaba, vous avez parlé tout à l'heure de la jeunesse, vous aimez tellement cette jeunesse-là, mais on a constaté que les jeunes sont beaucoup plus 3e, 4e, même en 5e position, et que les anciens, ceux-là qui sont à l'Assemblée depuis 1991, premiers, tête de liste. Mais quelle est la chance de cette jeunesse-là, finalement? Je vais vous expliquer. Les doyens profitent de notre manque de pugnacité. C'est-à-dire, en politique, c'est pas facile. C'est-à-dire, on ne doit pas les chasser, mais il faut doucement les pousser. Lorsqu'on ne fait rien pour les pousser, eh bien, vous comprenez, il y a une chanson qui dit « nous pas bouger ». Ils ne bougeront pas. Et donc, il nous appartient, nous jeunes, de faire en sorte, dans une ambiance, dans une dynamique, de respecter les aînés et tout doucement pour qu'ils arrivent à nous passer le relais. Mais si on ne fait rien pour ça, eh bien, ils ne partiront pas. J'ai des candidats qui ont plus de 80 ans, j'ai des candidats qui ont plus de 70 ans. Eh bien, je trouve que notre pays mérite le sang neuf dans toutes ces institutions. C'est certainement ce que vous avez fait pour il manque du sang neuf. La tête de liste de l'Alliance Soleil à Cotonou. Il n'y a pas que moi. Allez regarder toutes les listes. Vous allez voir que c'est la liste qui incarne la jeunesse. Sur ma liste, il n'y a que des jeunes. Il y a des étudiants qui viennent finir Bac plus 3, d'autres Bac plus 4. Et puis vous remarquerez qu'il n'y en a pas plus de 40 ans, si ce n'est moi qui au-delà. L'actualité, c'est également la désignation des représentants de l'Assemblée nationale dans les centres et postes de vote. Le temps presse, mais au palais des gouverneurs, on a l'impression qu'on tarde encore un tout petit peu, avec ça en moins de 3 semaines, du début de la campagne électorale. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a encore de gros soucis au niveau de l'Assemblée nationale? Écoutez, c'est ce qu'on avait fait par le passé qui nous rattrape. De toute façon, toutes nos institutions aujourd'hui chargées de gérer les élections ont très tôt été politisées. Et je crois qu'on est en train de faire les frais de ça là. La Sénat, c'est les partis politiques qui envoient des gens. La Cour constitutionnelle, c'est les partis politiques, c'est le gouvernement. Et vous voulez que les gens disent quoi dans le droit? Vous voulez qu'ils disent quoi? Il y a forcément partialité. Vous ne pouvez pas envoyer quelqu'un d'une obédience politique pour qu'il aille regarder les autres en chien de faïence. Il va pouvoir œuvrer pour que l'obédience politique qu'il a envoyée, pour qu'il défende ses intérêts. Ce qui est sûr, après 2016, il faut revoir toutes ces institutions. Donc franchement, le mode de désignation a été déjà pipé à l'avance. Oui. Et puis on est en train de faire les frais, il faut revoir. Donc il faut réviser. Il faut réviser après 2016. Et avant 2016, je crois que ce n'est pas opportun. Ce n'est pas opportun de réviser avant 2016. Pourquoi je vous dis, lorsqu'il y a substitution, je crois qu'il faut éviter tout. Il vaut mieux éviter tout parce que les gens suspectent la révision de 2015. Donc, en concitoyen, je trouve qu'il faut sursoir à ça, attendre pour qu'après 2016 ou 2017, que quelqu'un vienne réviser. Parce que là, je crains que cette affaire de révision ne dégénère. Moi, je suis d'avis de ceux-là qui sont positifs. Je crois que rien ne va arriver au Bénin, mais nous-mêmes n'allons pas chercher ce qui va arriver au Bénin.
Donc vous pensez que si la révision devenait forcée, il n'y aura pas de forcing. Je crois qu'il y a peut-être des griots qui s'acharnent à vouloir à tout prix passer en force, et ces griots-là, ils sont minoritaires, ils n'auront pas chance contre la grande majorité. Pas le chef de l'État lui-même. Non, je ne pense pas. Je crois que le chef de l'État, il a plusieurs fois répété qu'il partirait. Et je pense qu'au lendemain de 2016, avril, je crois qu'il est quand même sur le terrain. Même s'il est sur le terrain, il a le droit d'être sur le terrain pendant qu'il avait des élections. Pendant qu'il est le patron d'une formation. Pendant qu'il est le patron d'une formation politique, il a le droit d'être sur le terrain. Pas dans le cadre d'une propagande électorale. Il est parti peut-être pour essayer. Pour inaugurer des lampadaires. Bon, je crois que c'est ça que les gens disent et c'est ce que moi-même je vois à la télé. Je pense que c'est normal. Les ministres sont là, les directeurs de cabinet sont là, les chefs de l'État qui. Attendez, pour les ministres, il y a une loi qui devrait être normalement votée pour dire à un mois, il faut qu'ils démissionnent, tout ça. Je ne sais pas pourquoi encore cette loi n'a pas été votée. Autrement, si elle était votée, les ministres allaient déjà pouvoir démissionner. Il y a beaucoup qui sont déjà en congé. Malheureusement. Hein? Il y a beaucoup qui sont déjà en congé. Ben, ils sont en congé, ils ont le droit d'avoir leur congé, mais je ne sais pas si c'est indiqué en ce moment. Ils ont le droit, en tant que fonctionnaire, d'avoir leur congé. Mais est-ce que c'est indiqué en ce moment qu'ils prennent ces congés? Parce que si c'est comme ça, une douzaine, une vingtaine de ministres en congé, je crois que ça va freiner maintenant l'administration qui ne va pas fonctionner à plein régime. Et c'est les contribuables qui vont faire les frais. Pour vous, donc, Boni n'est pas en campagne? Non, je ne crois pas. Dans son rôle de chef d'État? Je ne crois pas qu'il est en campagne. Pour moi, je ne crois pas qu'il est en campagne. Je crois qu'en tant que citoyen, il a envie d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Écoutez la question qui intéresse les Béninois. Il est parti dans le Mono, il est parti à Kétou, il est parti au nord. Donc il n'a pas été dans une zone au détriment d'une autre zone. Donc il a pu essayer de se comporter en maître, chef de la nation. Et il a parcouru tout le Bénin. Il a débordé d'énergie ces derniers jours. Ces derniers jours, non. Le président que je connais, c'est un président qui est présent sur le terrain et ça c'est depuis 10 ans qu'il le fait. Donc il ne faut pas venir dire maintenant qu'il déborde d'énergie ces temps derniers. De toute façon, il y a un nouveau code électoral qui a été voté par les députés, M. Demaba, et c'est, vous l'a confirmé, et tout le monde peut désormais être candidat aux élections locales. Même si vous ne savez pas ni lire ni écrire, vous pouvez être candidat. Et désormais, vous n'avez même pas besoin de casier judiciaire pour les dossiers de candidature. Bon, moi, je pense que vous m'avez posé 2 questions. En même temps, je vais prendre par la toute dernière qui consiste à dire problème de casier judiciaire. Je crois qu'il y a un grand magistrat qui s'est prononcé sur cette question. C'est quelqu'un qui a quand même la voix qui porte. Et il a déjà désapprouvé cette procédure-là. Et je crois que c'est une porte ouverte aux délinquants qui peuvent aller peut-être aux élections. Parce que qu'est-ce qui nous indique ici? On n'est pas délinquant, on l'est, c'est un casier judiciaire. Et donc ça là, franchement, c'est une grosse aberration. Il faut que les gens revoient leur copie. Autre chose, pour les gens qui n'ont pas été à l'école, bon, vous savez, entre le moment où on vote une loi et le moment où T+1, on a toujours des regrets. Et puis je crois que ça là aussi on va regretter, comme on a regretté pour les institutions qui ont été fortement utilisées quand on les mettait en place. Et aujourd'hui on est en train de faire les frais. C'est pareil pour ça là. Je crois que c'est pas une bonne chose. Même si on est 80% d'analphabètes au Bénin, donner la chance aux 20% qui ont été à l'école de pousser le Bénin devant. On ne peut pas aller devant avec des gens qui n'ont pas été à l'école. C'est quasiment mission impossible. Et donc c'est une grosse aberration pour moi qu'il faut corriger. Donc comme ça, vous demandez à la Cour constitutionnelle de ne pas rendre conforme cette loi? Mais il ne m'appartient pas. La Cour n'a qu'à étudier. Ce qui est sûr que même si la Cour n'arrive pas à bien se prononcer maintenant, plus tard il y aura toujours une institution qui va faire revoir la copie aux gens, c'est sûr et certain, parce que là, au moins on aurait pu dire minimum CEP. Minimum CEP. Mais sinon, quand on dit que on ne peut pas faire du cas par cas, même s'il y a des recoins du Bénin, les gens n'ont pas été à l'école. Ce qui est sûr, au moins 2 ou 3 personnes ont été à l'école dans ces recoins-là. Eh bien, je crois qu'il y a des trucs qu'on ne peut pas gérer au cas par cas. En même temps, il y a d'autres choses qu'on peut gérer au cas par cas. Lorsque c'est une loi qu'on veut voter, il faut que tout le monde puisse se mirer dans cette loi. Il n'y a pas de loi de poids de mesure. Certainement qu'il y a quelque chose qui a guidé les gens pour voter ça.
Mais en même temps, je trouve que cette chose qui les a guidés, c'est pas une bonne chose. Il ne faut pas faire du cas par cas. Là, il faut faire du général. Vous avez suivi sans doute le congrès de l'Alliance NDU de Mathieu Kofi Nango. Vous avez suivi un peu ses dernières déclarations. On a parlé tellement de choses. Il a parlé d'une gouvernance improvisée alors qu'il était dans la mouvance présidentielle depuis. Il a même parlé ensuite de valises. On a fait des valises, on aurait découvert avec des cadavres. C'est quoi ces champs de déclaration à la veille des élections? Je crois que pour moi, ces aînés ne donnent pas l'exemple de personnes responsables. Lorsqu'on a côtoyé un gouvernement, même si on est du côté législatif, on n'a pas le droit à un moment de dire des choses aussi ahurissantes. Je pense qu'il faut savoir raison garder quand on est responsable. Il y a des limites, surtout quand on est homme politique. Mais il a justifié, selon lui, le gouvernement était en train de trop le pousser à bout et que si on continuait, il allait dire beaucoup de choses. Mais est-ce que c'est bon qu'on ait pu manger dans la soupe et qu'après quelque temps qu'on vienne cracher dans cette soupe-là? Moi, je pense que quand on est suffisamment responsable, il y a des trucs qu'on ne dit pas. Je pense que c'est peut-être une erreur du professeur Nago et je crois que peut-être à l'avenir, il ne va pas reprendre ses erreurs. Lorsque moi, je pense qu'il, quelque part, il est aspirant aux hautes fonctions de l'État et qu'il vient de faire ces déclarations, je crois que ce n'est pas de nature à augurer un bel avenir pour lui. Je crois qu'il faut qu'on soit au-dessus de la mêlée et quand on est responsable, qu'on a des limites en termes de parole. Voilà ce que moi j'ai à dire sur Il est comptable de la gestion de Boliaï. Non, il n'est pas directement comptable parce qu'il n'est pas dans l'exécutif, mais pour autant, il a fait voter les lois, il est président de l'Assemblée par le truchement de FCBE, et donc quelque part il est lié. Il ne peut pas aujourd'hui nous dire, peut-être certains jeunes vont avaler les couleuvres, mais moi non. Peut-être son positionnement. On ne peut pas me dire après 6 ou 7 ans, après avoir côtoyé l'exécutif, qu'aujourd'hui tout est peint en noir du côté de l'exécutif. Moi, ça ne marchera pas avec moi. Peut-être son non-positionnement au législatif, peut-être. Comment? Son non-positionnement au législatif sur la liste FCBE. Non, mais est-ce que c'est ça d'abord? Avant ça, déjà, il y a eu ce clash-là. C'est pas la première déclaration. Écoutez, c'est pas une bonne leçon de politique que les aînés laissent aux jeunes. Il faut être au-dessus de la mêlée quand on est politique. Les gens, ils font des clashs en Europe, mais pas de ce genre-là. Il y a des clashs, mais pas de ce genre-là. Ça, là, je trouve que c'est très grave. C'est vraiment grave. Il faut que les gens arrivent à se contenir, même quand ils sont fâchés. Tout le monde se fâche. Mais quand on se fâche, on se maîtrise. Parce que M. Nago, il a des enfants. Les autres qu'il est en train d'attaquer, ils ont des enfants. Et quand ça commence comme ça, comment voulez-vous que les enfants après gèrent l'après? C'est compliqué tout ça là. D'accord. Je rappelle aux auditeurs de 4 sur table que tout à l'heure, disons dans 19 minutes, ils pourront intervenir via le 65 00 24 24, 65 00 27 27, 65 00 28 28 21 33 84 19. Nous avons pour inviter ce matin M. Achap Dambaba. Et M. Achap Dambaba, tout à l'heure, on revient vers votre circonscription électorale. Vous nous avez parlé de ce que vous souhaiteriez faire si vous étiez élu, c'est-à-dire faire le tour des 6 arrondissements. Dites-nous déjà, quels sont les problèmes que rencontre votre arrondissement, votre circonscription électorale plutôt? Bon, les problèmes des Béninois sont les mêmes. Il n'y a pas de problème par arrondissement ou par commune. Je crois que les gens ils souffrent de manque d'emploi, les gens souffrent de problèmes d'énergie, les gens souffrent de problèmes d'intempéries par rapport aux inondations, les gens souffrent parfois des problèmes administratifs. Vous vous rendez compte des étudiants qui parfois pour faire une pièce d'identité, ils doivent mettre 2 ou 3 mois à justifier parce qu'on lui a demandé de produire en volée, parce que le papa n'est plus vivant. Tout ça, c'est des trucs qu'on m'a dit et j'ai pris ça en compte. Moi, je ne vais pas attendre le gouvernement. Je vais mettre des associations sur place qui vont accompagner ces jeunes-là
Parce que ça me fait mal aussi que la société civile, quand il s'agit de parler de corruption de la politique, elle est présente, mais quand il s'agit de parler d'emploi des jeunes, elle est absente. Et ça, j'appelle ça du deux poids, deux mesures. Une société civile devait pouvoir à même de répondre à tous les problèmes qui concernent les Béninois. Et ça qui me révolte. C'est pour ça, moi, j'ai fait tout ce tour-là pour comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous avez comme problème. Et j'ai dit, quand moi je vais arriver, je ne vais pas être en porte-à-faux avec le gouvernement. Je vais essayer de créer cette ambiance. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça parlementarisme rationné. Je dois être en symbiose avec l'exécutif pour faire passer les lois qui vont aller dans le sens de booster l'économie et pour que les conséquences positives de cette économie rejaillissent sur la population. C'est de ça qu'il s'agit au Bénin. Mais ce qu'on constate justement sur les différentes listes, autant pour moi, c'est qu'on a remarqué que très peu de femmes ont été positionnées. Il n'y a pas une politique pour encourager les femmes. Si, je crois que je vous ai parlé d'une loi qui n'a pas été votée, et là vous avez bien fait de rappeler cette... J'ai été un peu choqué, même moi sur ma liste, il n'y en a même pas eu. Je ne sais pas pourquoi, mais après mes analyses, j'ai cru comprendre que c'est les femmes qui ne veulent pas. Elles sont certes des associations, mais en même temps, c'est des associations un peu de facettes, mais qui, en réalité, n'a pas matière à pouvoir s'imposer. Ça, je l'ai compris parce que j'ai cherché à mettre une femme sur ma liste, mais j'ai tourné, moi, je n'ai pas trouvé. Et donc, peut-être avec la loi, puisqu'ils ont parlé de 20% au moins, si la loi a été votée, oui. Mais quand j'ai fait le point aujourd'hui, ils sont 4%. 4%. Oui, sur les listes, 4%. Peut-être même moins. C'est un peu dommage, mais bon, il appartient aussi aux femmes, comme je vous ai dit, pour les jeunes aussi, il faut qu'eux-mêmes poussent. Hein? Si vous ne poussez pas, vous n'allez pas trouver place. C'est les présenteurs socialistes, les parents, les maris qui ne veulent pas, peut-être aussi. Nous sommes dans un pays, comme vous l'avez dit, à 80% d'alphabètes. Bon, il n'y a pas que ça seulement, c'est une question de dépenses, question de moyens, et puis les femmes n'ont pas suffisamment de moyens, et puis elles ne savent pas dépenser comme les hommes. Donc c'est un peu compliqué. La politique aujourd'hui, malheureusement, a été réduite au problème de sous au Bénin. Moi, j'ai été quelque part, on me parlait de est-ce que tu as 50 millions, sinon tu ne vas pas passer. J'ai dit quoi? J'ai dit oui, à Cotonou, pour être député, il faut au moins mettre 50 millions. Il faut au moins mettre 50 millions. Mais d'un autre côté, les gens partent déjà plus de 50 millions. Je dis, moi, je ne veux pas marcher dans ce sens. Je vais peut-être aller à contrario pour montrer qu'il y a une éthique qui consiste à dire ne donnez pas de l'argent. Parce que quand eux-mêmes, ils prennent l'argent des gens, c'est pour ça après qu'ils ne voient plus les députés sur le terrain. Parce que les gens pensent qu'ils ont déjà payé leur vote. Et moi, je ne vais pas payer le vote pour aller vendre le vote au Parlement. Et donc, si je n'ai rien donné de l'autre côté, on ne me donnera rien de l'autre côté. Je vais être un député qui va aller défendre les intérêts de ceux qui m'ont eu. C'est pour ça, le Parlement, il est réduit à un triptyque qui consiste à dire représentativité, ça fait 1. Il faut légiférer, ça fait 2. Et il faut contrôler l'action du gouvernement. C'est ça, être un parlementaire. Maintenant, nous, on va innover. Peut-être pour chercher à reprendre le règlement du Parlement, parce que je trouve que 6 commissions permanentes parlementaires, il n'y en a pas assez. Pendant qu'on parle de l'économie durable, il est bon de créer une commission chargée de l'économie durable. Pendant qu'on est en train de nous mettre des lampes solaires, et il est bon aussi par ricochet qu'il y ait au Parlement une commission. Il y a beaucoup de tas de choses qu'il faut revoir. Les commissions d'enquête parlementaires, elles sont inopérantes. Pour la plupart, c'est des signifiants sans signifier. Et il faut remettre les commissions parlementaires actives. Il faut les remettre par rapport aux questions qui concernent l'État. Il faut mettre des commissions d'enquête. Il faut donner les moyens à ces commissions d'enquête. Et il faut, quand elles ont commencé, qu'elles aillent au bout de ces enquêtes-là. Voilà ce que moi... je vais être en tant que parlementaire. Mais vous parlez de commissions d'enquête qui doivent aller jusqu'au bout. Nous avons eu, par exemple, cette commission d'enquête par rapport au fonds FADEC. Les députés ont fait leur rapport déposé. Et il y a une catastrophe. Écoutez, ça c'est le travail des députés. Et puis je les remercie pour ça. Ils ont fait leur travail, ils ont déposé. Il appartient que le travail suive son cours par
un acte ou un geste qu'un autre va poser. Maintenant, si ce n'est pas fait, et c'est comme d'autres lois qui ont été votées, qui n'ont pas été promulguées. Je crois que le code foncier béninois, il a été voté. Mais pour autant, je crois qu'il n'a pas été promulgué. Et donc, du coup, il n'est pas en vigueur. Et donc, il appartient à ceux qui doivent peut-être pousser à aller au bout de cette commission d'enquête, de jouer leur partition. Je ne condamne personne, mais c'est sûr que les députés ont fait déjà leur travail. Justement, dans cette affaire, il y a beaucoup de mecs qui ont été mouillés. C'est beaucoup d'argent. Il y a des détournements. Mais personne ne dit rien. Les mecs vont partir. Et puis d'autres vont s'installer. Et ça continue. 60 ans d'indépendance, on continue toujours de conjuguer le même verbe. Oui, mais pourquoi? Parce que vous mettez des institutions en place qui sont inopérantes. Il y a déjà une institution qui a été mise sur pied par rapport à la lutte contre la corruption. Qu'est-ce qu'elle fait au jour d'aujourd'hui? Mais elle n'a pas les coups des franches. Elle n'a pas les coups des franches. Mais s'il s'agit d'aller à la télé pour peut-être visiter d'autres personnes, elles savent le faire. Je dis simplement qu'au moins que vous vous rapprochiez de ces institutions, qu'ils vous disent au jour d'aujourd'hui, voilà ce qu'on a pu faire depuis qu'on a été installé. Mais tout est dans le flou, tout baigne dans le flou. On ne peut pas continuer comme ça. Je pense que cette affaire de culture de l'argent au Bénin, il faut qu'un jour de notre existence, qu'on mette fin à ça. Je crois que tout est réduit aujourd'hui à une question d'argent au Bénin, ce qui n'est pas normal. Parce que tôt jeunes, on nous a enseigné la morale. Et ça va en porte-à-faux avec la morale. Vous ne pouvez rien faire sans sou. C'est grave. C'est grave. Alors, monsieur Dambaba, nous allons continuer cette émission puisque dans 11 minutes, les auditeurs vont commencer à vous poser des questions. Vous savez, bientôt, on aura 60 ans d'indépendance et on a du mal à nous nourrir, mais à donner de l'énergie à 9 millions, juste 9 millions d'habitants, bientôt 60 ans d'indépendance. Il y a tellement de délestages aujourd'hui un peu partout. On n'a pas trop de solutions. Il y a cette la manière de l'État qui est là, mais les groupes ne fonctionnent pas. Et alors, on veut encore maintenant injecter des milliards pour d'autres groupes, et les milliards s'envolent comme ça. Et vous qui êtes jeune, alors quelles sont les propositions que vous voulez faire maintenant au gouvernement pour arrêter l'hémorragie? Écoutez, moi franchement, 60 ans d'indépendance, j'en sais rien, ce qui est sûr ça, on a dit à consommer. Ce qui est vrai, c'est qu'il faut tout réorienter au Bénin. Il faut réorienter, il n'y a pas que ça seulement, même dans l'éducation. Il faut revoir les choses. Les enfants, ils ont un programme trop lourd, il faut alléger le programme. Il y a un problème entre aujourd'hui l'école publique qui est sous-évaluée par rapport à l'école privée qui a pris le dessus. Si on ne fait pas attention, si on ne voit pas les lois, vous risquez d'avoir des écoles privées dans toutes les vents. Eh bien, il y a beaucoup de tas de choses qu'il faut revoir, et ce n'est que en réorientant les choses par des fautes de loi, on peut régler ces genres de situations. Et voilà pourquoi je vais être au Parlement. Le délestage, ça nous dit. Le délestage, j'ai vécu ça cette nuit, mais pour l'instant, on n'a pas la solution, malheureusement. Depuis 60 ans, c'est ça que j'ai dit. Bon, je crois que si vous voulez, quand est-ce qu'on aura la solution? Si vous voulez aller dans les détails, je crois que c'est le gouvernement quand même qui a réussi. Ça, il ne faut pas peut-être se leurrer, qui a réussi à diminuer un tant soit peu le délestage. Je crois qu'il a fait beaucoup pendant ces 10 ans, ou 9 ans déjà, bientôt 10 ans maintenant. Certainement qu'on est passé un peu à côté parce que parfois, plutôt que d'attendre, réfléchir avant de s'engouffrer, on se précipite après, on fait mal les choses. Sinon, franchement, ça nous a rattrapé il y a seulement 2 ans. Il y a des années en arrière, ils ont pu juguler ça. Sérieusement. Pendant des années, on n'a pas eu le délestage. C'est revenu, je ne sais pas par la faute de qui, mais malheureusement, c'est parfois la question de réorientation qui nous rattrape. Voilà, mesdames et messieurs, il est 9h52 dans nos studios. Nous allons peut-être revenir sur la filière des véhicules d'occasion avant d'ouvrir donc l'antenne aux auditeurs. Vous avez aujourd'hui, vous utilisez aujourd'hui quand même beaucoup de jeunes dans votre structure. Vous avez certainement un message à lancer à ces gens-là parce que voilà, ils comptent beaucoup sur votre document, ils comptent beaucoup sur les opérateurs économiques. Alors, un message sans doute pour ces gens-là. Écoutez, le message d'abord pour ces jeunes, franchement, moi je n'ai pas un message particulier
à envoyer à l'endroit des jeunes par rapport à la filière des véhicules d'occasion. Pour autant, j'ai un message par rapport à l'emploi qui va se résumer juste à une citation d'un éminent philosophe qui dit « Ne vous souciez pas d'être sans emploi, souciez-vous plutôt d'être digne d'un emploi. » Et ça, c'est fort comme message. Et je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Ces jeunes, ils n'ont qu'à se mirer et méditer sur cette citation de cet éminent philosophe. Vous aimez le sport? Bon, malheureusement, le sport que je pourrais faire, c'est la natation. Et depuis des années, j'en fais plus. Le football est moribond aujourd'hui. On n'a pas une équipe nationale. On ne fait que regarder la télé. Tout le monde regarde la Coupe d'Afrique des Nations. Le Bénin est là. Tout ça aussi, tout au moins parce qu'il n'y a pas plus d'activité dans ce pays. Donc, voilà, au stade, c'est désert. Et le pays vit comme ça. Et tout le monde est dedans. Ouais, parce que c'est un pays qui vit tous les jours sur la politique. On ne peut pas faire de la politique même jusqu'au salon. C'est inadmissible. Il y a un temps pour faire de la politique, il y a un temps pour faire le développement, et puis il y a un temps pour faire le restant des choses. Mais malheureusement, aujourd'hui, partout où vous passez, c'est la politique au Bénin qui a pris le dessus. Donc, et quand c'est une politique qui est faite à outrance, je crois que c'est sûr que certains autres pans de nos réalités vont être occultés, ça c'est sûr et certain. Vous pensez que vous allez intégrer le nouveau bâtiment de l'Assemblée nationale qui est érigé au pont de Porto-Novo, qui est devenu un éléphant blanc? Qu'est-ce que vous dites par rapport à ce bâtiment où on a jeté des milliards de francs CFA? Franchement, je vois que vous êtes en train de rire, mais moi ça me fait pas rire. Ouais, je suis révolté. Tu rimes au cœur. Ouais, mais un rimoteur, même un rime au cœur, il n'est pas positif. Je crois que moi, franchement, je suis complètement embêté par rapport à cette situation. Et le problème même, c'est qu'on n'arrive pas à trouver une fin à ça. Et c'est à rester là, debout. On a englouti des milliards et puis c'est là, ça ne bouge pas. On ne trouve pas de solution. Parfois, il y a des effets d'annonce pour dire c'est réglé, on va bientôt commencer. Mais bon, je crois que c'est une question de gouvernance. Et puis malheureusement, aujourd'hui, elle n'est pas au top. Vous parlez chaque fois de gouvernance, ça veut dire qu'il y a trop de problèmes. Trop de problèmes au niveau de la gouvernance. Écoutez, c'est mon constat, il n'engage que moi. Je dis que quand c'est comme ça pour le Parlement, c'est un problème de gouvernance. Si les choses étaient normalement faites correctement, je crois qu'on aurait pu trouver une solution. Hein? Si vous voulez avoir une belle maison et que vous avez dépensé, au lieu de 500 millions, vous avez dépensé 400 millions et qu'il vous reste 100 millions, je crois que vous n'allez pas vous demander pourquoi j'ai mis tous les, je sais pas, 400 millions là. En train de réfléchir, peut-être vous allez réfléchir à comment je trouve les 100 pour finir. Je crois que c'est ça qui doit animer les gens. Il faut dire combien on va mobiliser et pour finir ce Parlement. Mais c'est pas normal de laisser là comme ça, comme une espèce de musulman. Ça me fait mal, moi. Mais l'Alliance Soleil, il pense. Quoi? L'Alliance Soleil? L'Alliance Soleil, qu'est-ce qu'elle va faire, elle seule? Puisque vous avez voulu envoyer des wagons de députés. Tenez, pendant que vous êtes en train de parler de l'Alliance Soleil, je vais vous dire, moi, ce que j'ai dans la tête. Vous croyez que si j'étais élu, moi, je vais être en adversité avec les autres députés élus dans la circonscription? Non, je vais aller les voir pour dire, on a la même population de la 15e. Comment faire ensemble, conjuguer nos efforts pour les aider? Moi, je vais aller les voir. Éventuellement, on voit le député PRD. Éventuellement, on voit le député FCBE. Éventuellement, on voit le député PRD. Je n'ai rien contre les autres alliances, mais je trouve que c'est les formations politiques les plus en vue pour sortir des sièges, c'est nous. Il y en a d'autres, c'est vrai qu'ils vont partir ou elles vont partir. Vous oubliez l'Union fait la nation. Oh, l'Union fait la nation dans la 15e, je crois qu'il faut qu'elle se batte. Dans la 16e Comment? Dans la 16e. Ça, il faut aller les voir, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la 15e. C'est la 15e. Ouais. De toute façon, il ne reste que 3 minutes pour que les auditeurs interviennent sur les antennes de OCFM. Alors, nous allons peut-être vous poser une dernière question avant peut-être d'ouvrir l'antenne aux auditeurs. Vous êtes jeune, vous avez de l'éloquence, vous vous adressez actuellement donc aux auditeurs. Dites-nous, la main sur le cœur, tout à l'heure vous avez esquivé, vous avez tenté d'esquiver donc la question de l'Alliance Soleil. Je sais qu'il y a un candidat pour le présidentiel. Je reviens encore sur cette question parce que ça me tient beaucoup à cœur, parce qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui vont sans doute vous poser cette question. Est-ce que vous vous préparez déjà pour le présidentiel? Bon, moi principalement, ce qui me préoccupe tout de suite, c'est les élections législatives. Je crois qu'après ça, les choses vont se dessiner. Au lendemain
du 26 avril, les choses vont se dessiner et tout le monde doit pouvoir avoir en orbite ce qui va se passer en 2016. Et sur la base de ça, je crois que vous pouvez peut-être m'inviter à nouveau et je vais me prononcer. Je crois que ce serait prématuré de m'avancer sur un truc un peu qui est dans un avenir, même s'il est certain. Je vois que c'est pas très bien de vite se prononcer. Il y a beaucoup d'alliances actuellement, beaucoup de partis politiques, beaucoup d'alliances des partis politiques. Est-ce que les gens sentent déjà la fin du Bouyari? Et je crois que c'est pas là la question. La question, c'est ces alliances-là, pourquoi? Eh bien, on a environ 200 partis politiques au Bénin. Et je crois qu'avec la dynamique des alliances, vous risquez, dans 4 ans, aux prochaines élections législatives, d'avoir même moins de candidatures en termes d'alliance ou de formation politique. Vous saluez ces alliances? Je salue ça. On est en train d'aller en gros bloc. Et je crois que ce n'est que par là que vous allez pouvoir trouver des gens à même de parler vraiment politique. Sinon, 200 partis politiques pour moins de 10 millions d'habitants, je crois que c'est une grosse aberration. Je crois que même c'est une folie. Bon, je voudrais commencer par la toute dernière question, puisqu'elle rattrape l'autre qu'on m'avait posée un peu plus haut. Oui. 55 ans que j'ai donné, c'est par rapport à un constat. Je dis simplement qu'aujourd'hui, un jeune bac plus 4 avec 25 ans, il a. Maximum 25 ans, vous avez la maîtrise ou au-delà même. Et 30 ans de boulot, ça vous fait 55 ans. Je crois que cette logique-là, franchement, elle est indéniable. Je ne sais pas, qu'est-ce que les gens... Si les gens veulent s'accrocher, alors c'est autre chose. Je ne dis pas qu'il faut tout de suite renvoyer ceux qui ont 60 ans de la fonction, mais il faut prendre des lois. Et ces lois vont disposer de l'avenir, ce ne serait pas pour eux. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, vous avez même des jeunes brillants qui, à 22 ans, ont la maîtrise, parce qu'ils ont eu le bac à 18 ans, d'autres même à 17. Et donc, est-ce qu'après 30 ans de boulot, il n'y a pas assez? Je pense qu'il y a assez. Et à 55 ans, quand vous êtes à la retraite, vous pouvez aller faire ce qu'on appelle l'auto-emploi. Parce que vous allez être encore un peu solide. Vous pouvez aller faire du jardinage. Vous pouvez faire de l'agriculture. Il y a beaucoup de trucs que vous pouvez faire. Et vous pouvez même créer une entreprise pour embaucher. Voilà mon constat. Je n'ai rien contre les aînés, mais je trouve que s'il y a 15, 20, 30 ans en arrière, les gens, c'est à 20 ans qu'ils ont le bac. Maintenant, les enfants ont le bac à 15, 16 ans. Donc, il faut partir du principe que le temps a changé, les choses ont évolué, il faut qu'on évolue. L'UMOA, Côte d'Ivoire, c'est leur problème. Il y a le règlement numéro 14 par rapport au transport routier international, qui est quand même un règlement de l'UMOA, qu'on ne respecte pas dans certains pays de l'UMOA. Il ne faut pas que, parce que c'est une norme de l'UMOA, que nous, on est obligés de se cantonner à cette norme-là. Voilà pour cette question. Oui, il y a M. Jacques Goutuessa qui parlait de la boucle ferroviaire, c'est-à-dire parlant de l'OCBN qui a été dissoute. Et je pense qu'on nous a parlé du lancement du chemin de fer, de la construction par... Bolloré. Ouais, voilà. Je crois... les conséquences que ça pourrait avoir sur les activités du port. Bon, je crois que déjà, ce qui est un tout petit peu embêtant, c'est parce que assez souvent, lorsqu'on veut s'engouffrer dans une aventure, les gens, ils n'arrivent pas à cerner les contours. Je crois que si, déjà, c'est déjà fait, on arrivait à avoir les trains qui vont relier Cotonou à Niamey ou à Dosso pour transporter des marchandises, il faut maintenant spécifier les cas de marchandises que ces trains vont pouvoir prendre pour éviter que nos transporteurs soient sous le carreau. Et donc, un État intelligent doit pouvoir dire, dorénavant, le train va prendre des produits stratégiques. Il y a de l'uranium, il y a le phosphate qui font que parfois vous avez un qu'on amène au Niger et un autre qu'on ramène. Les trains peuvent prendre ces genres de marchandises. Peut-être d'autres marchandises, comme par exemple des gros engins qu'on veut amener dans le Niger, que je vois prendre par des porte-engins. Tout ça, les trains peuvent prendre. Mais attention à ne pas laisser tout aux multinationales.
Parce que quand vous regardez ce qui a été fait au niveau du port autonome de Cotonou, lorsqu'il s'agit de libérer l'espace de la manutention, aujourd'hui, les entreprises publiques ne peuvent plus. Il y a une concurrence terrible qui fait qu'aujourd'hui, la Sobemap est derrière. Donc, on doit pouvoir faire attention à cerner les contours avant de s'engouffrer dans ces genres de situations. Voilà ce que j'ai à dire pour M. Jacques. D'accord. Monsieur Julatopol parlait de l'éducation des enfants aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de cette éducation? L'éducation des enfants. Mais c'est toujours la même qui nous a été donnée. Sauf qu'aujourd'hui, le monde a changé. Peut-être en notre temps, moi, à 7-8 ans, j'avais pas la télé. Je ne regardais pas. Maintenant, malheureusement, il y a tous ces éléments, ces gazettes qui nous ont rattrapés. Et puis que ça doit pouvoir jouer sur l'éducation. Seulement, il appartient aux parents de faire attention. Parce que qu'est-ce que les enfants vont pouvoir regarder à la maison? Qu'est-ce qu'ils ne doivent pas regarder? Il faut cibler les chaînes. Hein, il ne faut pas laisser les enfants seuls. Il faut éteindre la télé pendant qu'ils doivent avoir des peut-être exercices à faire, pendant qu'ils doivent avoir des cours à apprendre. Il faut couper la télé. Donc, je crois que ce n'est pas que l'éducation a pris un terrible coup. Je crois que c'est les nouveaux produits, les nouvelles technologies qui ont fait qu'aujourd'hui, on a tendance à croire que l'éducation des enfants est tronquée, malheureusement. C'est pas ça. D'accord. Et il y a M. Kosso Zéphirin qui veut vous entendre par rapport à la grève dans le secteur de la santé. Bon, je ne connais pas comment les lois fonctionnent au Bénin, mais pour ce que je sais en France, au moins même ce qu'il y a grève au niveau de la santé, je crois qu'il y a un service minimum qu'on est tenu de faire ou de donner. Mais ici au Bénin, je ne maîtrise pas ce test de loi. Et je crois que ce que je constate malheureusement, c'est que c'est des grèves à répétition. Et puis c'est trop récurrent. Et il faut que le gouvernement écoute ces gens-là. Il faut trouver une plateforme de travail digne du nom qui va consister à ce que les uns et les autres soient satisfaits. Voilà ce que j'ai à dire. D'accord. Et il y a M. Aboudian-Jules qui a parlé tantôt de la réglementation quand vous serez à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il ne doit pas avoir une loi pour réglementer les sorties du chef de l'État, les sorties avec les chars et autres? Bon, vous savez, à chaque président, sa méthode de gouvernement ou de gouvernance. Ce qui est clair, moi je pense que il y a des fonctions qu'il ne faut pas désacraliser. Et si tant est que parfois les gens pensent que en sortant beaucoup on désacralise, il est évident qu'il faut peut-être arrêter la saignée. Mais pour autant, rien n'empêche l'actuel président de sortir pendant qu'il émet le souhait de sortir, parce qu'il n'y a aucun test de loi qui doit pouvoir limiter, même dans les autres démocraties avancées, il n'y a pas de test de loi qui limite les sorties. Maintenant, quand on regarde par rapport aux fonctions nobles qu'on exerce, je crois qu'il faut peut-être parfois un peu essayer de recadrer les choses. Voilà ce que j'ai à dire. D'accord. Monsieur Ganoutori Ekanye parlait tantôt de langue nationale à l'Assemblée nationale. Quand vous serez élu, est-ce que vous n'allez pas quand même penser à une loi pour que désormais nos langues nationales soient valorisées même au sein de l'hémicycle? C'est vrai que l'initiative sénégalaise est louable. Pour autant, chaque pays a ses réalités. Je ne sais pas combien d'ethnies il y a au Sénégal. Mais je sais quand même, au Bénin, on en a environ une soixantaine. Et donc, parfois, quand vous vous lancez sur cette aventure, les autres ethnies vont se dire, mais tiens, pourquoi c'est ceux-là qui vont peut-être en bénéficier et pourquoi pas nous, des trucs comme ça. Je crois qu'il faut peut-être rester sur cette situation qui consiste à dire la langue de travail au Bénin, c'est le français. Et essayer de mûrir les réflexions. Il faut mûrir, il ne faut pas prendre des décisions un peu à la va-vite. Il faut mûrir les réflexions. Et si le besoin se fait sentir à un instant de notre vie, je crois qu'on va être obligé, au moins ne serait-ce que de privilégier 2 ou 3 langues qui sont les plus parlées au Bénin pour qu'effectivement les paysans puissent peut-être, les villageois, comprendre ce qui se passe à l'Assemblée. Mais là encore, je crois qu'il y a déjà le palliatif qui va consister, parce que le député homme de terrain que je vais être, que j'aille donner des explications. Hein? Je ne vais pas ça, je ne vais pas le fond, je ne vais pas le Yoruba. Je vais aller un peu essayer de traduire correctement quelques décisions au niveau du Parlement, quelques lois qui ont été votées. Et quand je vais descendre sur le terrain, je vais relayer en expliquant. Hein?
dans les langues vernaculaires béninoises. Voilà. D'accord. Monsieur Ompati parlait tantôt de véhicules en dépôt. Ouais. Bon, tout est histoire de, je sais pas, réflexion et puis de décision à prendre, à tenter. Il ne faut pas attendre longtemps. C'est vrai que parfois, il faut désengorger. Hein, vous savez, faute d'une aberration fiscale, vous avez des milliards qui attendent d'être encaissés. Et je crois qu'il faut innover. Nous, on a fait une proposition qui était vraiment concrète. On a dit à l'État, tenez, pour ceux qui ne sont pas formellement enregistrés, c'est-à-dire il y a des entreprises qui sont légalement constituées, oui. Il y a d'autres qui importent illégalement, sous la base d'un nom, prénom. On dit à l'État, pourquoi tout de suite, pour ceux-là, vous ne prenez pas votre impôt en amont? Bon, les experts du service des impôts, ils ont dit, ah, attention, dans le droit fiscal, il y a quelque chose qu'on appelle le fait générateur qui doit d'abord constater l'existence de l'exiguïté de la dette. Tout ça, c'est un peu embêtant parce qu'il faut aller vers une fiscalité de développement. Et quand on veut aller vers une fiscalité de développement, je crois qu'il faut innover. S'il y a des sous, les gens transférés, vous n'avez pas un fichier où vous allez pouvoir les retrouver pour leur prendre des impôts. Les véhicules sont sur le parc, ils vont vendre, ça va sortir, vous n'encaissez rien. Alors que vous avez la possibilité de leur prendre vos sous déjà au niveau des terminaux dans le port avant qu'ils ne fassent le transfert. Ceux-là devraient pouvoir passer aux perceptions des impôts pour payer au moins un impôt par rapport aux véhicules. Mais malheureusement, ça fait 4-5 ans qu'on a fait ces propositions. Et puis bon, on attend toujours de voir qu'est-ce qui va venir faire ça. Voilà. D'accord. Monsieur Achap Dambaba, nous sommes presque à la fin de cette émission. Nous n'allons pas vous laisser partir sans votre mot de fin. Et mon mot de fin va être une citation, comme je les aime bien, de Rochefoucauld qui disait: le monde a souvent récompensé les apparences du mérite que le mérite. Je laisse les gens méditer. Merci. Le monde a souvent récompensé les apparences du mérite que le mérite. Rochefoucauld. Je laisse les gens méditer là-dessus. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi donc s'achève cette émission Carte sur table sur les antennes de Océan FM, la radio des défis. L'invité avait nom Achap Dambaba, opérateur économique, secrétaire général du groupement des importateurs de véhicules, candidat tête de liste de l'Alliance Soleil dans la 15e circonscription électorale. Avec lui, nous avons évoqué sa candidature aux élections, l'emploi des jeunes, le chômage, les difficultés que rencontre la filière des véhicules d'occasion et la gouvernance au Bénin. Serge Nobion était à mes côtés pour animer ce débat. Serge, merci. Merci, en Suisse, René Daravo. Vous pourrez suivre également cette émission en audio et en vidéo. Cette émission donc sur le site www.oceanfm.info. J'espère que c'est ça. Oui, www.oceanfm.info, c'est le site de la radio. Lorsque vous allez à ce niveau, vous allez voir Océan TV à l'autre angle. Vous pouvez cliquer, tomber sur le site web TV de Océan et pourquoi pas le site du matinal. Voilà. Merci donc à toutes et à tous de votre sympathique attention. Rendez-vous dimanche prochain, même heure, même fréquence. Vous serez naturellement les bienvenus. Au revoir et à dimanche prochain. Merci. Carte sur table.